ficelé. Même si pour la forme, on fait semblant de consulter. Voilà. C'est pas faux. On fait semblant de consulter. Hein. Vous savez qu'on m'a raconté une blagounette qu'on raconte sur les Français en Suisse hier. Mais sur la retraite ? Non, sur les Français au travail, mais qui m'a beaucoup fait rire. Allez-y, voilà. Vous connaissez l'histoire de Jésus qui rentre dans un bar ? Non. C'est Jésus qui rentre dans un bar et là, il y a un aveugle. Il le voit, il lui met les mains sur les yeux, il lui dit « vois ». Il retire ses mains, l'autre il voit, mais comme un pilote de chasse. Il dit « oh merci Jésus, je vous offre un coup ». Il dit « non, non, je fais ça par bonté ». À côté, il y a un sourd qui fait signe, en langage des signes, « je veux un miracle, je veux un miracle ». Jésus s'approche de lui, il lui met les mains sur les oreilles. Il enlève les mains. Il enlève les mains et l'autre il entend, mais à la perfection, comme un musicien. Il dit oh, « merci Jésus, je vous paye un coup ». Il dit « non, non, merci ». Et là, à côté, il y a un Français qui dit « et toi, tu me touches pas, hein, je suis en arrêt maladie ». Oh. C'est un peu French bashing. Oh, elle est très bonne, elle est très bonne. Ah oui, c'est gentil de dire ça, venant d'un Belge. Ouais, c'est sympa de défendre les Français. Non, mais n'oubliez pas que la France est une partie de la Belgique. C'est vrai, Eddie. Bon, vous venez d'entendre Éric Verhaeghe, voilà, fondateur de Courrier des Stratèges, un blog politique, et puis Fabrice Michaud, secrétaire général de la Fédération nationale des transports CGT, est au téléphone avec nous. On va vous retrouver tous les deux dans un instant. Je rappelle notre débat, la réforme des retraites, présentation du texte en Conseil des ministres et manifestation dans Paris aujourd'hui. Question, les syndicats ont-ils perdu la bataille des retraites ? 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Philippe David. Mon cher Christophe, 73% disent non. Les syndicats n'ont pas perdu la bataille des retraites. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Tiens, je démarre avec Fabrice Michaud. Alors, manifestation aujourd'hui contre cette réforme, mais bon, les transports fonctionnent à peu près ou ont fonctionné à peu près. Honnêtement, pas vraiment de grandes difficultés. Du monde dans la rue, mais enfin, bon, peut-être pas autant qu'on aurait pu le croire au départ. Ça sent un peu le baroud d'honneur pour les syndicats, non, cette journée, franchement, à l'heure du bilan, là. Bah écoute, bonsoir d'abord. Donc, bonsoir. Écoutez, beaucoup tablé sur une mobilisation inférieure aux dernières journées. Oui. Le constat est que la mobilisation est au rendez-vous. Baroud d'honneur, non. La mobilisation, vous avez des chiffres honnêtes, je veux dire, pas des chiffres gonflés par la CGT, hein, des chiffres... Oui. Les chiffres communiqués par la CGT sont ce qu'ils sont, comme ceux de la police, donc il y a toujours ce débat qui... Ah, mais pour moi, il n'y en a ni l'un ni l'autre n'est honnête, mais bon, enfin, bref, peu importe. Vous avez des chiffres ou pas, vous ? Non, mais moi je me base sur les chiffres qui ont été communiqués par la Confédération, donc je ne vais pas vous donner d'autres chiffres, puisque il y a une chose aussi importante, c'est qu'il y a le chiffre des manifestants est un curseur qu'il faut prendre en compte, mais également vous avez tous les salariés qui sont sur les piquets de grève, puisque moi ce matin j'étais sur des piquets de grève et les grévistes restaient sur place et n'allaient pas aux manifestations. Ouais. Donc il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Alors après Enfin, j'ai pas eu l'impression que la France était bloquée aujourd'hui, pour être clair, hein, par rapport à d'autres moments dans la grève à partir du 5 décembre qu'on a vécu. Là, j'ai l'impression quand même que malgré tout, globalement, on va dire, la France a fonctionné assez correctement, quoi. Bon, voilà. L'objectif, c'est de bloquer l'appareil économique. Il n'y a pas que le process des transports pour bloquer l'appareil économique. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais il y avait les ports qui étaient bloqués, oui, depuis plusieurs jours. Oui. L'action des dockers et des camarades des ports et docks fait qu'un certain nombre d'entreprises ont des difficultés d'approvisionnement dans leurs pièces ou leurs matières premières pour justement... répondre à leurs objectifs. Quoi. Donc, il n'y a pas que les transports qui font partie. Donc, pour vous, cette journée n'est pas un échec ? Non, au contraire, c'est un nouvel élan, puisque, comme je vous l'ai dit, beaucoup tablé sur une mobilisation bien moindre que les journées précédentes. Vous dites que c'est pas un échec, bon je l'entends, évidemment, enfin c'est quand même un peu un échec sur un point, c'est que le texte est arrivé en Conseil des ministres, quoi que vous fassiez. Le texte est arrivé au Conseil des ministres, après il y a le travail parlementaire qui va s'effectuer. L'opinion publique qui est opposée au projet de retraite, c'est un élément important et un appui important. Les parlementaires vont faire leur travail et peut-être qu'il y aura des mesures ou des procédures qui pourront être déclenchées par les parlementaires qui permettront de retarder la réforme. Ah mais retarder, ça ne veut pas dire l'arrêter. Or, vous demandiez quand même qu'elle soit retirée. Elle ne l'est pas. De toute façon, nous, on est toujours sur le retrait du projet. Oui, mais voilà. Après, chacun prendra ses responsabilités, mais dans l'expression démocratique,
Je vous renvoie par exemple au référendum d'aéroport de Paris, ça pourrait être une opportunité utilisée par les parlementaires pour justement que les citoyens reviennent au centre des décisions et que la démocratie puisse s'exprimer dans ce pays. Ah oui, qu'il y ait éventuellement un référendum organisé sur cette réforme des retraites. Éric Verhaeghe, qui est avec nous en studio, la rue résiste à votre avis après les manifs d'aujourd'hui ou pas ? C'est-à-dire que les formes traditionnelles qu'on a connues et qu'on connaît un peu partout dans ce pays de lutte sociale avec des grandes manifestations, on peut penser que ça n'a pas produit l'effet politique suffisant pour que le texte soit retiré. Il y a eu un retrait partiel sur l'âge pivot, mais pour le reste, le gouvernement va passer sa réforme, elle sera discutée. Ouais. En revanche, on constate qu'il y a une émergence de formes moins traditionnelles de lutte et moins contrôlables. Oui, des coups de force un peu. Des coups de force, notamment les rassemblements auprès d'élus pour manifester, les coupures d'électricité. Et sur ce point-là... Enfin, ça n'empêche pas que le texte, il continue d'avancer. Oui, mais... ça n'empêche rien. Ça n'empêche pas, et ça n'empêche pas le gouvernement de passer, parce qu'il a la légalité pour lui. En revanche, je pense qu'on peut reconnaître entre nous qu'il y a un vrai problème de légitimité aujourd'hui, c'est-à-dire que la majorité qu'il aura sans aucun problème au Parlement, à l'Assemblée nationale, probablement pas au Sénat, mais à l'Assemblée nationale, et donc il sera obligé de faire une deuxième lecture un peu au couteau. Cette légalité-là, elle se fait entre gens qui peuvent quand même reconnaître entre eux qu'ils ne sont pas totalement représentatifs du rapport de force dans le pays, ni de l'état de l'opinion. Et comme vous le savez, il y a un sujet en démocratie, c'est quand les institutions légales sont très déconnectées de la réalité du pays, tôt ou tard, ça ripe et tôt ou tard, ça pose problème. Et donc, Bon, on verra. Mais en tout cas, est-ce que les syndicats, parce que c'est la question, est-ce que les syndicats sont en train de perdre la bataille ? Quel est votre sentiment ? Les syndicats contestataires, oui, la perdent. La CFDT et l'UNSA, qui ont globalement soutenu le gouvernement et qui ont dit un oui mais au discours d'Édouard Philippe du 5 décembre, les syndicats non contestataires peuvent dire nous finalement on a obtenu par les voies de la négociation un texte qui était plus acceptable ou plus en phase avec ce qu'on voulait. On négocie entreprise publique par entreprise publique pour avoir des aménagements au texte et notamment ce qui est en train de se faire. Ce qui est en train de se faire à la SNCF notamment et à la RATP aussi. Et à la RATP, des accords qui sont plutôt favorables aux salariés. Et à EDF aussi. Donc globalement, c'est une défaite du syndicat contestataire et c'est une sortie par le haut, controversée sans doute, mais sortie par le haut pour les syndicats de négociation. Est-ce que ça n'est pas en contradiction avec ce que vous venez de dire tout à l'heure, en disant que il y aura bien sûr le débat parlementaire, mais qui ne représentera pas les forces d'opposition, alors que là, vous venez très justement d'indiquer que les syndicats réformistes vont gagner, et donc il y a une assise tout à fait claire. Non. Parce qu'il y a eu un président par le passé qui s'appelait Nicolas Sarkozy, qui avait réformé la représentativité des syndicats et qui avait dit maintenant pour qu'un accord soit valable, il faut qu'il soit signé par des syndicats représentant une majorité de salariés. Et qu'il n'y ait pas de dénonciation d'une majorité opposée. C'est le cas de la CFDT qui est majoritaire. Aujourd'hui, la CFDT, elle représente bon an mal an 25% des salariés en France. L'UNSA en représente bon an mal an 9%. Et la CGT et FO, AE2, plus la CGC, représentent plus de 50% des salariés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est revenu à la règle ancienne, c'est qu'on signe avec des syndicats minoritaires et on n'écoute pas la voix des majoritaires. C'est-à-dire qu'on a pris 10 ans de recul dans la stratégie de dialogue social qu'on avait essayé d'élaborer, qui consistait à dire il faut que les syndicats signataires soit majoritaire. Allez, on poursuit le débat dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. La réforme des retraites, présentation du texte en Conseil des ministres et manifestation à Paris aujourd'hui. Et cette question, les syndicats ont-ils perdu la bataille des retraites ? 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Philippe David. On était à 73, on est passé à 72. On a Michel qui dit ils ont perdu une bataille mais pas la guerre. Les syndicats et les Français ne doivent rien lâcher. Les retraites de nos enfants sont en jeu. Et comme le chanterait Philippe Binger, c'est la lutte finale. Groupe pour nous. Et demain, l'international. Quel organe sera le genre humain. Quel organe dilapidé. Il était dans les chœurs de l'Armée Rouge. Voilà. Moi, j'aurais plutôt...
Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Moi, je suis inquiète pour les retraites parce que le président, il a dit qu'il allait s'occuper personnellement du problème et chaque fois qu'il s'occupe personnellement de quelque chose, ça s'aggrave. Non mais les retraites, c'est mathématique parce que les gens, ils vivent plus longtemps. Alors, il y a 4 solutions. Soit on va toucher moins de retraite, soit on doit travailler plus longtemps, soit on doit payer plus de cotisations. Et il y a la 4e solution dont personne n'a encore osé vous parler. Soit on tue les vieux. Ah bah malheureusement, il n'y a pas de canicule chaque année, hein. Ah non, Manoff, magnifique. Ah, hein. excellent. Oui, franchement. Allez, les vraies voix sur Sud Radio avec notre débat et cette réforme des retraites. On vous en parle depuis tellement de semaines maintenant. Présentation du texte enfin aujourd'hui en Conseil des ministres et manifestation dans les rues de Paris. Et cette question, les syndicats ont-ils perdu la bataille des retraites ? 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Philippe Et David. toujours 72% pensent que les syndicats n'ont pas perdu la bataille des retraites, mon cher Christophe. Éric Verhaeghe, fondateur de Courrier des stratèges, blog politique, est avec nous, ainsi que Fabrice Michaud, secrétaire général de la Fédération nationale des transports CGT. Fabrice Michaud, une petite réaction. Tiens, le président a dénoncé les blocages et les violences tout à l'heure lors du Conseil des ministres, lorsque cette réforme a été présentée. Vous lui répondez quoi, les yeux dans les yeux ? Je lui réponds que ces blocages sont partie d'actions qui sont décidées. Je veux juste revenir par tout à l'heure, votre invité faisait état des coupures. Oui, Éric Verhaeghe, oui. On s'émeut des coupures qui sont faites par les salariés qui sont grévistes, mais je vous rappelle quand même une chose, il y a plus de 500 000 citoyens qui chaque année sont victimes de coupures de courant pour des problèmes de budget. Et ça n'émeut pas la population, quoi. Donc, effectivement, ça peut... Non, mais quelque part, je vais vous dire, j'ai beaucoup pensé à ça, parce que je sais que vous remettez le courant, justement, en ce moment, chez certaines personnes chez qui le courant a été coupé, parce que ces personnes ne pouvaient plus payer, étaient en difficulté, etc. J'ai beaucoup pensé à ça, parce que c'est vrai que quand on se balade, par exemple, dans la rue, aujourd'hui, on voit par exemple des SDF dans la rue, on s'arrête pas forcément, on n'y fait plus attention. Et là, c'est un peu la même chose. Ces gens, on ne sait pas qu'ils n'ont pas l'électricité ou qu'ils ne l'ont plus. Donc effectivement, on s'y intéresse pas. Cela étant, quand il y a des gens qui sont hospitalisés chez eux avec du matériel qui a besoin d'électricité et que le courant est coupé, comme c'est arrivé à quelques reprises depuis que ces actions ont été menées, bon, ben c'est pas très bien non plus, quoi. Voilà. Très grave. Voilà. C'est tout. C'est mon avis. Bon. Oui, c'est votre avis. Bon, ben Mais, voilà. Merci. Mais je vous renvoie quand même aussi à par rapport aux hôpitaux, par exemple. Je vous rappelle que les hôpitaux, normalement, sont équipés d'équipements pour faire Oui, face non, mais les hôpitaux, mais par exemple, l'autre jour à Marmande, eh bien, la clinique à Marmande, il y avait que la moitié de la clinique qui était équipée, voyez-vous. Donc, parce que vous le savez, les hôpitaux, les cliniques ont des problèmes aussi parfois, financiers, tout ça. Résultat, il y avait que la moitié de la clinique qui était équipée, il y a eu 3 heures sans électricité. Bon, ben, ça pose des problèmes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est une réalité. Voilà, c'est tout. Ça fait partie des réalités. J'ai une dernière question pour Éric Verhaeghe, parce que malheureusement, le temps passe très vite. La réforme présentée ce matin et l'étude d'impact qui l'accompagne, je ne sais pas si vous l'avez vu. L'âge pivot est maintenu. Oui. L'âge pivot est maintenu. Oui. Alors, on n'est plus à 64 ans, on est à 65. Oui. Et 20% des salariés devraient travailler plus pour financer un supposé équilibre financier du système. On est en train de nous balader, finalement. Non, mais on le sait dès le début. Alors, il y a eu des écrans de fumée pour le cacher, mais tout ça a été annoncé par une note de France Stratégie qui dépend du Premier ministre il y a 1 an ou 1 an et demi. Et donc, tout ça est connu. Alors, on a fait semblant de ne pas le savoir. Ou on a non, pas mais enfin, on a quand même un syndicat qui est la CFDT qui a dit « Je reviens dans le jeu parce que vous suspendez cette histoire d'âge pivot ». Sauf que là, on s'aperçoit que l'âge pivot est quand même marqué noir sur blanc et que le gouvernement ne va pas lâcher l'âge pivot parce qu'il faut arriver à trouver du financement. La CFDT le sait. La CFDT a menti. Voilà, mais je suis heureux de l'entendre. Puis on sait depuis tout le le monde début le que sait. cet argument, il a été avancé pour créer une illusion de négociation. C'est-à-dire qu'on avait, et comme par hasard, il est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe au mois de décembre. On a d'un seul coup parlé de cet âge pivot pour, au final, avoir la possibilité de le retirer et ensuite dire, regardez, on a négocié, c'est formidable. On est parvenu à un accord, alors qu'en réalité, effectivement, il n'est pas retiré. Non seulement il n'est pas retiré, mais il est accentué. Bon, chers amis, le temps passe très vite. Voici le résultat de notre débat. La réforme des retraites, présentation du texte en Conseil des ministres et manifestation. Question, les syndicats ont-ils perdu la bataille des retraites ? Les réseaux sociaux, Philippe David.
Non, à 71%, mon cher Christophe. Ah bon, on est passé de bah, 73 à 72, voilà, 71. ça baisse un peu, mais il y a quand même encore une croyance, hein, Éric Verhaeghe. On va voir ce que ça va donner. Encore 25 minutes et on est majoritaire. Bon, allez, le mot de la semaine, tiens, c'est parti mon kiki avec vous, Philippe David. Et on a choisi aujourd'hui le mot Mila. Absolument. Le mot de la semaine est le prénom Mila, puisque la jeune Mila, 16 ans, est menacée de mort et a dû être déscolarisée en raison de menaces proférées suite à une vidéo dans laquelle, après avoir été victime d'insultes homophobes, elle avait critiqué l'islam dans des termes tant maladroits qu'outranciers. L'origine du prénom Mila est controversée, mais c'est un prénom slave qui est pour certains le diminutif de Ludmila, tandis que pour d'autres il vient du terme Milena qui signifie aimer du peuple. Si la seconde hypothèse est vraie, le moins qu'on puisse dire est qu'elle ne représente pas la réalité aujourd'hui, tant de torrents de bile étant déversés sur cette jeune femme. Mila est d'ailleurs dans ce domaine le symptôme de toutes les lâchetés de la société française. Avez-vous entendu les féministes la défendre ? Non, ou alors du bout des lèvres. Même constat pour les associations luttant, on est désormais tenté de mettre des guillemets, contre l'homophobie. En mettant le sonotone à fond, peut-être avez-vous entendu un murmure. La ministre Marlène Schiappa, si prompte à demander la tête d'un humoriste pour une mauvaise vanne, et dont on aurait pu imaginer que des menaces de mort lancées à une jeune femme lesbienne la fassent sortir de ses gonds, disparue comme chantait Jean-Pierre Madère. Cerise sur le gâteau, le parquet a ouvert contre Mila une enquête pour incitation à la haine raciale, en clair un rétablissement du délit de blasphème, ce qui me donne envie de chanter à la garde des Sceaux « Béloubet, si tu savais ton parquet où on se le met ». Quand on voit ces comportements, on se dit que Jacques Chirac avait raison quand il disait « On greffe de tout aujourd'hui, des reins, des bras, un cœur, sauf les couilles, par manque de donneurs », alors que ceux qui jettent de l'huile sur le feu la ferment, car Mila est une gamine qui a fait une connerie et qui ne mérite pas qu'on la jette en pâture à de nouveaux Mera, Kouachi ou Koulibaly. Lorsque la semaine a commencé, j'étais Charlie, j'étais Sharp, Volinsky, Honoré, Tinius, j'étais aussi Zineb El Razoui, alors que la semaine se termine, je suis aujourd'hui Mila. Bon, eh bien voilà, c'est dit. Chacun son opinion sur la question. Je suis Mila, je suis pas Mila. On vous laisse juge, bien évidemment. En tout cas, on est trop quelqu'un d'autre et déjà, faudrait être soi-même. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce délit de blasphème, c'est bien sympathique, hein. Voilà, sauf que ça n'existe pas. Donc il y a un moment où il va falloir remettre les pendules à l'heure aussi dans ce pays, parce qu'on entend un certain nombre de gens qui nous disent blasphème, blasphème. On vous l'annonce, hein, si vous ne savez pas encore, ça n'existe pas aujourd'hui en France, le délit de blasphème. Donc il faut arrêter avec ça, la justice ne le reconnaîtra jamais. Voilà. Allez, dans un instant, les vraies voix du sport, chers amis, toujours avec Philippe David, bien sûr, qui reste avec vous jusqu'à 20h. À tout de suite.